Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Je suis Héloïse Chiat, architecte d'intérieur, et il est vrai qu'en tant qu'architecte d'intérieur, il se peut que l'on fasse appel à nous pour faire des déclarations préalables ou potentiellement des permis de construire en dessous de 150 mètres carrés. Et donc du coup, pour déposer tous ces dossiers, nous allons les déposer dans les collectivités locales où est implanté le projet. Et donc du coup, pour ce faire, j'accueille aujourd'hui avec moi Simon, qui est premier adjoint du maire, au Jet, donc en station de ski. Bonjour Simon, comment vas-tu? Bonjour Héloïse, ça va? Très bien. Super. Alors je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va parler effectivement de l'urbanisme, des services de stations de ski du coup des Jets, voir un petit peu l'aménagement territorial, comment ça se passe, etc. Donc j'espère que tu es prêt à parler un petit peu de tout ça. Je suis prêt. Et bah parfait, allons-y. Du coup, Simon, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots et puis que tu nous dises aussi quel a été ton parcours pour arriver du coup en tant que premier adjoint du maire des Jets. Alors Simon Bergouin, j'ai 33 ans, je suis depuis 10 ans élu à la commune d'Égey. J'ai commencé par un premier mandat de 6 ans, donc de 2014 à 2020 en tant que conseiller municipal de la commune. Et depuis 2020 et les dernières élections municipales, j'occupe la fonction de premier adjoint. Ok. Voilà, donc j'ai fait des études de droit public à Lyon, à l'université de Lyon 2. Mm-hmm. Ok. Et puis j'ai enchaîné à la fin de mes études avec un premier poste d'assistant parlementaire auprès d'une députée sur le secteur de Chamonix, Cluses et jusqu'au Jet. Je travaillais en circonscription avec cette parlementaire à l'Assemblée nationale, et j'ai fait ça de mi-2015 à peu près jusqu'à 2017. Ok, donc quand même une bonne... ouais, ça fait à peu près bien deux ans que tu as fait ça, donc Ouais, c'est ça, pas mal. ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a mené un petit peu vers cet univers, mine de rien, politique? Eh ben c'est l'intérêt pour la chose publique, disons. J'ai toujours été assez passionné par tous les sujets sociétaux, d'histoire, d'économie, sujets de culture générale, de manière large, disons. Et puis assez naturellement, finalement, je me suis orienté sur ce thème et sur ces formations. Ok. Et au final, parce que du coup, tu étais un petit peu dans la politique nationale, si on pourrait dire, et puis maintenant, tu es plus local. Alors, comment t'es arrivé aussi à la mairie des Jets? Et pourquoi les Jets? Alors c'est vrai que un poste de parlementaire, donc la personne avec qui je travaillais était donc députée, donc c'est vrai qu'il y a un gros versant national. Pour autant, moi dans le travail que j'ai effectué avec elle pendant environ 2 ans, j'étais surtout concentré sur des sujets locaux. Je travaillais à Cluses, concrètement, à la permanence parlementaire, donc de cette députée, et je traitais beaucoup plus les sujets locaux que nationaux, même si évidemment il y a toujours des liens. Concrètement, j'avais des collègues avec moi qui travaillaient en circonscription, à la permanence, et puis d'autres personnes qui étaient en poste à l'Assemblée nationale. Et donc il y a des liens qui se font, il y avait des échanges à peu près quotidiens sur les projets de loi, les propositions de loi, les amendements, etc., tout ce qu'on peut imaginer sur le travail parlementaire. Mais moi je me concentrais surtout sur les sujets locaux. Donc à savoir les interactions avec les élus locaux, les différentes collectivités territoriales. Il y a évidemment des sujets aussi d'assistance et de soutien aux personnes qui vivent sur le territoire. Donc on recevait beaucoup de personnes en rendez-vous pour les aider sur tel ou tel sujet. Ça peut être très vaste. Et puis le suivi des grands dossiers, je dirais, d'aménagement du territoire en local. Donc j'ai quand même eu toujours un pied bien ancré sur le territoire dans le cadre de ce job. Ok, parce que du coup, est-ce que t'es un petit peu un enfant du pays aussi, mine de rien? Donc c'est pour ça que pur jus, voilà, c'est pour ça que du coup je te posais la question pourquoi les Jets, mais bon, la question du coup ne se pose pas vraiment parce que je pense que vu que t'es du coin, forcément, c'est comme ça que c'est devenu un petit peu de fil en aiguille peut-être. Ouais. Et bon, j'ai toujours eu quand même l'envie de m'investir localement et en particulier dans mon village. Je te le disais, je suis vraiment Gétois à 100% entre guillemets. Et j'y suis attaché. C'est les racines et c'est important. Et donc dans le cadre de ce job d'assistant parlementaire, j'étais amené à m'occuper un petit peu des Jets parmi la trentaine de communes qui étaient regroupées au sein de la circonscription. Donc le territoire qui était dédié, je dirais, à la députée pour laquelle je travaillais. Et tout ça s'est fait un peu parallèlement parce que j'ai commencé ce métier d'assistant parlementaire et en même temps, ou à peu près en même temps,
je rentrais pour la première fois au conseil municipal d'Egey. Ah oui, donc en fait, voilà, vers 2014-2015, ouais. donc tout s'est fait en parallèle et il y avait donc ce lien local et j'allais dire ce lien avec ma commune qui se faisait de fait très naturellement. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça s'est fait naturellement au final. Ouais. C'était vraiment quelque chose de fil en aiguille. En fait, t'es arrivé ici. Concrètement, alors premier adjoint, je pense que c'est un petit peu vaste pour tout le monde, parce que même moi, alors niveau politique, je suis complètement naze là-dessus. Du coup, concrètement, quelles sont un petit peu tes missions en tant que premier adjoint? Parce qu'effectivement, dans l'introduction, on parlait d'urbanisme, mais je pense pas qu'il y ait forcément que ça. Donc, quelles sont un petit peu tes missions principales entre guillemets? Alors c'est très vaste, effectivement. Alors les communes, déjà, il faut savoir qu'elles ont une compétence générale, c'est-à-dire que potentiellement elles s'occupent de tout ou presque. Donc partant de là, en tant que premier adjoint, en appui au maire, je dois animer l'équipe municipale. Donc au GEI, il y a 15 élus. Donc 15 élus autour de la table du conseil municipal. Donc il y a ce rôle d'animation, je dirais, de l'équipe pour porter le projet, suivre les projets, animer cette équipe, parce qu'il y a beaucoup d'humains évidemment dans la politique, alors que ce soit à petit niveau pour une petite commune ou les plus grandes communes, voire même les autres strates de collectivités, mais c'est toujours quelque chose de très humain et on travaille avec les gens. Voilà, donc il faut ce rôle d'animation, je dirais, est important. Le deuxième sujet, c'est le travail avec les services. Donc on est dans une commune, alors plutôt de petite taille, mais on a quand même des services assez fournis déjà. Donc il y a les services administratifs évidemment, les services techniques. Donc on est amené en tant qu'élu, en tant que premier adjoint, à travailler avec toutes ces personnes, à donner une orientation, puisque c'est le rôle du politique, c'est ça. Déterminer la politique qu'on souhaite mettre en place. Et donc ça traite effectivement de sujets extrêmement larges. Donc l'urbanisme, bien sûr, c'est un des rôles de la collectivité, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a des sujets liés à la voirie, aux bâtiments, à la gestion de l'eau, le service de l'eau, qui est quelque chose d'important. Les sujets de logement, par exemple, et puis le tourisme chez nous, ça c'est un peu plus spécifique. Oui, parce que c'est été comme hiver, qu'on se le dise, au GES, c'est été comme hiver. Ouais, on est plutôt une station 4 saisons entre guillemets. Je mets le terme entre guillemets parce qu'il peut parfois être un peu galvaudé, mais c'est vrai qu'on essaie de travailler et donc d'accueillir nos touristes le plus possible tout au long de l'année. Donc il y a la saison d'hiver évidemment, il y a aussi la saison d'été qui est très importante chez nous et qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Et puis il y a même, je dirais, les ailes de saison et les périodes un peu plus creuses où on propose d'autres activités touristiques. Donc au GEI, il y a cet aspect tourisme fort, et donc on travaille beaucoup là-dessus sur le développement des activités, la mise en place d'infrastructures touristiques, d'animation, tout à fait. Le volet événementiel aussi qui est assez important chez nous, etc. Donc oui, des sujets très vastes et c'est ce qui rend la fonction très passionnante. Oui, puis c'est ce qui rend aussi les GEI, mine de rien, attractifs, parce que je pense que je pense pas que ce soit une des seules stations, parce que maintenant ça s'est quand même vachement développé, mais il y a quelques années c'était quand même la seule station qui faisait été et hiver. Enfin, hiver et été principalement, je crois, en tout cas dans la région. Ouais, c'est vrai que la station des GEI a un petit peu d'avance. On en est assez satisfait en matière de diversification et notamment donc sur la partie estivale. Et ça, c'est le produit de 30 ans à peu près de développement de l'activité vélo, entre autres, pas que le vélo, mais entre autres. Ça prend une place importante dans cette histoire et dans cette évolution. Et donc concrètement, on travaille aujourd'hui plutôt bien sur les deux saisons été-hiver et notamment sur la partie estivale. Bon, en hiver, forcément, vous avez toutes les structures pour le ski. Il y a ski de fond ou je sais plus s'il y a ski de fond ou pas. On propose du ski de fond. On n'est pas forcément la station phare en matière nordique, mais oui, c'est bien, vous proposez aussi. Mais il me semble que du coup, effectivement, tu parlais du coup de VTT. Vous accueillez aussi la Coupe du Monde, il me semble, de VTT, de vélo de descente ou de VTT. Alors moi, je suis pas du tout à jour là-dessus. Vélo de descente et VTT, les deux. Les deux. Ouais, donc effectivement, historiquement, il y a eu un certain nombre d'épreuves internationales qui ont été accueillis au GEI. Alors les championnats du monde de 2004, ça c'était un point fort dans le calendrier, si je puis dire. Et puis on a reçu toute une série d'épreuves de Coupe du Monde. Et en 2022 à nouveau les championnats du monde.
Et donc on accueille les épreuves à la fois de cross-country, donc plus VTT, et puis la partie descente, voilà, sur le versant Montchéry. Donc on a les deux. Et puis cette année, donc à la fin du mois d'août, on va accueillir à nouveau des épreuves de Coupe du Monde. Voilà, 2025. Bon bah top, ça veut dire qu'en plus le podcast sort avant août, donc du coup comme ça je pourrais mettre voilà, on en fait la publicité. Exactement. Il est vrai que, alors moi du coup je te connais un petit peu plus potentiellement personnellement, donc du coup je sais que tu as une autre profession à côté du coup d'être premier adjoint du maire du coup. Alors comment tu arrives à jongler entre ton autre profession, déjà qu'est-ce que c'est potentiellement, si tu veux nous en parler de ton autre profession, et comment tu arrives à jongler entre les deux concrètement? Alors, il faut être bien organisé et tenir son agenda bien à jour. Voilà. On va dire que je décompose en trois, donc l'organisation de mes journées, enfin de mon emploi du temps. Alors effectivement, je travaille, professionnellement, je travaille chez JP Maintenance, qui est une société de maintenance et montage de remontées mécaniques. Et donc j'occupe le poste de responsable administratif et QSE, c'est-à-dire la qualité et environnement. En parallèle de ça, donc la fonction de premier adjoint, qui est plutôt une fonction, c'est pas un métier, c'est pas une profession en tant que telle, la politique. Donc j'ai ces deux facettes, et puis je m'occupe aussi en tant que PDG de Soleget, donc de tous les sujets liés aux activités touristiques et au domaine skiable de la station. Donc je divise en trois tes journées. Mes journées, mon organisation, et voilà, bon, ça demande un peu de souplesse, un peu d'anticipation, mais tout se fait très bien. Et on a tendance à empiler un petit peu les heures, il y a du travail, c'est sûr. Oui, mais bon. Mais quand on est passionné par ce qu'on fait, exactement. Les choses se passent bien. Ouais. Et je pense que dans ce podcast aussi, toutes les personnes comme je vous dis à chaque fois, toutes les personnes qui sont là, c'est des gens passionnés. Ouais, et donc concrètement, c'est pour ça que je vous interroge, parce que sinon ça serait pas intéressant. Et donc du coup, juste, tu nous avais dit que tu avais fait des études en droit, donc tout ce qui est politique, etc. Mais du coup, pour ta profession à côté, est-ce que tu as fait d'autres études pour rentrer là-dedans ou pas du tout? Enfin, comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé dans cette autre profession? Un peu par hasard. Peu par hasard, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est un métier sur lequel j'étais pas forcément porté initialement. On est plutôt dans le technique, la maintenance, le montage des remontées mécaniques. Finalement, c'était pas trop mes thèmes de prédilection. J'y suis plus arrivé par hasard et par l'enchevêtrement de connaissances. Voilà, donc c'était plus une opportunité professionnelle. J'y suis arrivé quand je terminais mon job d'assistant parlementaire, donc vers 2017-2018. Et finalement, c'est une passerelle qui s'est révélée intéressante, qui a fonctionné. Je suis content aussi de travailler sur d'autres aspects et pas être concentré que sur la politique. Avoir un autre métier où on fait d'autres choses, finalement, ça permet d'ouvrir tes sens, on va dire. C'est ça, c'est enrichissant. C'est intéressant et ça se passe très bien. Et puis... Mais au final, on va dire que ça se rejoint un petit peu parce que remontée mécanique, mine de rien, tu restes un petit peu aussi dans le thème. Et c'est ça. Donc du coup, toi qui as toujours, t'es du coin, on est de la montagne, voilà, il y a les stations de ski, donc au final, il y a tout qui se rejoint un petit peu. Voilà, donc finalement la passerelle avec le métier en tant que tel et ce que je fais au bureau tous les jours chez JP Maintenance, ça n'a pas forcément un lien super évident avec ce qui se passe dans la station des Gemmes, mais petit à petit en fait le lien s'est créé et maintenant je suis un peu des deux côtés entre guillemets en tant qu'exploitant, voilà, quand j'ai ma casquette de président des remontées mécaniques et puis plutôt sur l'aspect prestataire de service quand je suis au bureau à Saint-Joire. Voilà. Exactement. Pour la suite, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parte potentiellement sur, du coup, l'urbanisme de stations en montagne, parce que je pense que c'est aussi notre sujet principal, et je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver là-dedans. Donc, si tu es d'accord, on partira là-dessus pour la partie 2. Avec plaisir. Et allons-y. C'est vrai que l'urbanisation en montagne, c'est quand même un sujet très complexe, je pense comme l'urbanisation en ville, mine de rien, on va pas se mentir. Mais du coup, quelles sont un petit peu les principales règles qui sont mises en place au GET, en tout cas pour l'urbanisme? Les règles mises en place au GET sont un petit peu les mêmes finalement que ce que toutes les communes de France doivent prendre en compte en termes de réglementation au niveau urbanistique, parce que évidemment tout part de la loi et donc tout part du national. C'est ça. Voilà. Et donc
la loi est prise au niveau national, elle descend vers la commune, et ensuite la commune, son travail, eh bien, c'est d'élaborer, alors toute seule ou à plusieurs, avec différentes communes, et c'est notre cas au Jet, je vais te l'expliquer. La commune élabore donc un plan local d'urbanisme, un PLU, le fameux PLU, qui est en fait la Bible en quelque sorte de l'urbanisme sur le territoire. Et en l'occurrence, à la commune d'Egey, eh bien, cette compétence en matière d'urbanisme est déléguée à la communauté de communes locale. Donc c'est la CCHC, la communauté de communes du Haut-Chablais, qui regroupe 15 communes sur le territoire. Egey, Morzine, Saint-Jean-d'Eau, etc., etc. Et donc ces 15 communes, réunies au sein de la communauté de communes, travaillent et élaborent le PLUI, c'est-à-dire le PLU intercommunal. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est ce PLU intercommunal bien qui définit l'ensemble des règles qui doivent être respectées par le dépositaire d'un dossier d'urbanisme. Ok. Et donc tout est, alors c'est un document très volumineux qui doit faire, je sais pas, peut-être 600 pages à peu près de mémoire. Ça ne m'étonnerait pas. Et donc les techniciens et les élus et donc les pétitionnaires, ceux qui viennent déposer des projets, eh ben, se renseignent et travaillent avec ce document qui définit finalement toutes les règles, où est-ce qu'on a le droit de construire déjà au départ. Donc il y a un zonage effectivement, comme dans toutes les collectivités, il y a des zones qui sont constructibles et d'autres qui ne le sont pas, ou certaines zones qui sont réservées à un certain type de construction. Les zones agricoles par exemple, on peut installer tout à fait. voilà, des exploitations agricoles, mais pas un immeuble pour faire des appartements, du logement. Et suite à ça, une fois qu'on a regardé le zonage, qui est un peu la première chose, eh ben on en vient à des détails un peu plus précis, les hauteurs, à combien de mètres on est en capacité de construire, les prospects, c'est-à-dire l'écartement entre les bâtiments, ou la distance entre la voie publique et le bâtiment. Oui, les limites de propriété. Les limites de propriété, voilà. Quelle emprise donc on a le droit d'utiliser pour construire le bien. Ça va sur d'autres sujets, hein, le pourcentage d'espace vert par exemple, qui est déterminé en fonction des zones, ça c'est important. Le nombre de places de stationnement. Est-ce que les places de stationnement doivent être pour partie enterrées, ou est-ce que c'est des places simplement aériennes à 100%? Voilà, le type de matériaux utilisés, etc., etc. Et donc tout est écrit finalement dans ce plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. Voilà. Ok. Oui, et c'est vrai que d'ailleurs, si jamais du coup j'avais commencé à parler un petit peu de ça, des réglementations en fait dans l'architecture avec Florent, du coup dans un autre épisode qui était qui est un architecte du coup, et du coup on avait commencé à parler un petit peu de ça, donc c'est bien que tu viennes juste après lui, comme ça, ça met un petit peu plus l'accent là-dessus. J'aimerais bien aussi que tu nous dises, parce qu'effectivement, alors, tout ce qui est urbanisme, ça sert bien entendu au permis de construire, mais ça sert aussi aux déclarations préalables. Quand c'est qu'on a besoin de faire une déclaration préalable, par exemple au Jet? La déclaration préalable, finalement, ça suit un peu le même cadre et les mêmes règles qu'un dépôt de permis de construire ou qu'un permis d'aménager classique. Simplement, la déclaration préalable, c'est pour des projets d'un peu plus petite envergure. Donc, on dépose une déclaration préalable à partir du moment où on a 20 mètres carrés de surface à bâtir, concrètement. Et la déclaration préalable, ça peut aussi trouver son objet dans des petits travaux de modification, par exemple, de façade. Il y a façade, il y a clôture, il y a peut-être toiture aussi. Voilà, aussi, ouais. En fait, c'est toutes les modifications extérieures. C'est ça, tout ce qui vient modifier l'aspect visuel du bien doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Et donc, on reçoit beaucoup de déclarations préalables en mairie, comme on reçoit d'ailleurs beaucoup de permis de construire. Mais la déclaration préalable, on va dire, c'est le premier niveau d'impact voilà, sur un bien. Et donc, même procédure que pour les autres demandes. Hein, le pétitionnaire s'adresse à la commune. Et donc, il vient déposer son projet, donner les informations avec le formulaire dédié. Et la commune réceptionne. La commission d'urbanisme, qui est donc composée de techniciens et puis d'élus de la commune d'Egey, prend connaissance du projet, en invitant, si c'est nécessaire, le pétitionnaire d'ailleurs à venir présenter lui-même son projet, avec l'appui de son conseil. Hein, voilà.
architecte d'intérieur ou architecte quand il s'agit d'un. Mais c'est vrai que, alors, il me semble que, alors, pas dans toutes les communes. Je sais que j'ai travaillé pour des communes, par exemple, qui sont à l'autre bout de la France, et ils n'ont pas forcément besoin d'architecte d'intérieur ou d'architecte pour déposer une déclaration préalable, mais c'est en fonction des mètres carrés. Est-ce que du coup, tu pourrais potentiellement nous renseigner là-dessus, de dire à partir de quand on a besoin d'un architecte d'intérieur ou d'un architecte pour déposer, par exemple, une déclaration préalable? Un permis de construire, c'est sûr, on a besoin d'un archi. Mais avant, est-ce que par exemple mon père peut aller déposer une déclaration préalable pour n'importe quoi? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plus de souplesse pour la déclaration préalable, puisque c'est des projets de plus faible envergure. Le pétitionnaire peut déposer tout seul son projet. Tu citais tout à l'heure les 150 mètres carrés. Oui. Voilà, et je pense que c'est ça la limite, et ce qui fait la différence. Avec voilà le recours finalement à un professionnel et la capacité de gérer son projet tout seul. Après, c'est juste potentiellement, alors nous, quand on fait appel à nous, les archis d'intérieur, si on veut faire des déclarations préalables, c'est souvent la difficulté du dossier aussi. Je pense que c'est plus ça qui rentre en compte, mais souvent, faut savoir que du coup, si vous êtes en dessous de 150 mètres carrés, normalement, vous n'avez pas besoin de faire appel à un architecte d'intérieur ou un architecte pour faire une déclaration préalable. Oui, voilà. je vais prêcher un peu pour la paroisse de la profession, et c'est vrai qu'il est plutôt sain que les personnes qui ont un projet en tête recourent à un professionnel. Bon, il y a les enjeux réglementaires, disons, mais après il y a tous les aspects techniques qui rentrent en ligne de compte. Sans parler du conseil, qui sont certainement bons d'ailleurs, quand on recourt à un bon professionnel. J'espère bien. Et donc c'est plutôt sain et plutôt utile pour un pétitionnaire que de s'appuyer sur quelqu'un qui sait finalement. Et après il peut y avoir un jeu de va-et-vient entre les services et le pétitionnaire, ou la personne qui assiste donc le pétitionnaire. Je disais tout à l'heure donc qu'il y a une commission d'urbanisme qui est là pour observer le projet dans ses grandes lignes comme dans ses détails d'ailleurs, vérifier justement avec l'appui des services que le projet respecte les règles inscrites dans le PLUI. Et puis la commission donne un avis aussi sur l'aspect architectural, sur l'intégration paysagère. Puis des fois il y a un bâtiment de France aussi. Alors pas pour tout, je crois. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que l'architecte des bâtiments de France n'intervient pas sur tous les projets, mais pour les bâtiments classés. Voilà, c'est ça. Pour les bâtiments classés, pour les bâtiments classés, c'est une obligation supplémentaire, une contrainte supplémentaire qui est posée par la loi et qui impose donc un regard de l'architecte des bâtiments de France quand le projet se situe dans un périmètre donné à proximité d'un bien classé. Exactement. Voilà. Et moi, j'avais juste une petite question du coup pour nos auditeurs potentiellement, les particuliers qui s'interrogent, peut-être du moment où on pose en fait un dossier en mairie, donc que ce soit déclaration préalable ou permis, il y a à peu près combien de temps de débat ou je pense que ça dépend forcément du projet aussi, mais minimum, faut prévoir à peu près combien de temps d'attente pour avoir une réponse? On va dire que le délai de base c'est plutôt 2 mois. Alors très souvent, il y a une demande de pièces complémentaires qui est réalisée, ce qui est plutôt normal. Le pétitionnaire vient déposer son projet, il dépose un certain nombre de pièces, et les services peuvent avoir le besoin de creuser un certain nombre de détails sur le projet, et donc sont souvent amenés à relancer le pétitionnaire en disant voilà, je vous notifie ce qu'on appelle un incomplet, notification d'incomplet. Merci de nous envoyer une vue supplémentaire, le plan masse qui n'est pas forcément précis, une intégration nouvelle ou un petit détail technique, voilà, sur les volumes, sur les etc. Et donc dans ce cas-là, les délais sont allongés et les services accordent 1 mois supplémentaire par exemple pour transmettre les pièces. Et donc le traitement d'un projet, alors tout dépend s'il s'agit d'un tout petit projet, si c'est simplement la création d'une ouverture, voilà, ou si c'est quelque chose de plus important, mais bon, on peut estimer, j'ai pas forcément de chiffre précis, mais comme ça à brûle pour point, je dirais que pour une instruction classique, on est sur un délai type 3 ou 4 mois. Oui, c'est généralement en tout cas ce qui arrive. Donc si jamais vous voulez faire une modification extérieure principalement, appelez au pire votre mairie et je pense qu'ils seront amènes à vous renseigner. De toute façon, vous êtes là aussi pour ça. C'est vrai que du coup dans les stations aussi, donc du coup on va repartir un petit peu sur on va continuer un petit peu. On parle souvent du défi des logements, surtout en station, et je pense qu'OGES c'est aussi peut-être une question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la situation et les enjeux qu'il y a du moins OGES?
Donc le logement, effectivement, c'est un des gros enjeux, un des principaux thèmes qui se doivent d'être traités par une commune comme la nôtre. Pourquoi c'est un fort enjeu, et notamment au Jet, mais comme dans toutes les stations de tourisme, c'est qu'il y a une pression foncière généralement dans les stations. Il y a une grosse pression foncière qui est très importante et sur un territoire qui est réduit. Donc au Jet, on est un village de 1200 habitants à peu près. Ce qui est déjà quand même pas mal. C'est un village modeste, disons, du point de vue de la population. Et pourquoi je dis modeste? Parce qu'on passe de 1200 habitants permanents et quand il y a des touristes, à environ 20 000 touristes en période, ce qui est énorme. En période type vacances de Noël ou vacances de février. Et donc on voit le gap. Voilà, on fait x15 en fait, voire un peu plus en termes d'occupation. Et donc, ça génère tout un tas de besoins, tout un tas de contraintes. Et donc, au niveau urbanisme et plus spécifiquement sur l'aspect logement, on se voit confronté donc à la mairie, donc un dépôt très important, enfin un nombre très important de dépôts de dossiers de construction. Et après, l'enjeu, c'est de savoir qui construit et pourquoi. D'accord. Dans une station telle que la nôtre, il y a beaucoup de projets qui sont déposés pour des chalets. Oui, ce qui est, voilà. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, et pour des immeubles, pour des logements collectifs. Et quel type de personne finalement est amené à venir occuper ces logements? Donc on se fait pas trop de soucis pour une personne qui a les moyens et qui se construit son chalet. C'est ça. Voilà. On se fait un peu plus de soucis pour d'autres personnes qui ont peut-être moins de capacité financière. Oui, puis même pour les autochtones aussi, les habitants qui peuvent plus forcément aussi se loger, parce que c'est ce qui arrive aussi dans certaines stations. C'est ça. Aujourd'hui, c'est pratiquement que des maisons secondaires ou alors des gens qui ne sont pas du tout du coin et qui viennent juste de temps à autre. Puis on a aussi la question, mine de rien, des saisonniers. Aussi. De savoir, de dire, on arrive dans une grosse station, les gens qui travaillent, comment ils font pour se loger, quoi. C'est tout ça à la fois, effectivement. Donc le but pour une collectivité qui travaille donc pour l'intérêt général, évidemment, c'est d'essayer de servir tout le monde et de donner des possibilités à tout le monde. Donc l'habitat permanent et les autochtones, comme tu dis, qui aspirent forcément à rester sur le territoire et y vivre. Le sujet des saisonniers, là aussi, comment on fait pour loger les personnes finalement qui viennent travailler chez nous, c'est un gros sujet. Voilà, il en faut un petit peu pour tout le monde, et donc il faut trouver des outils pour donner finalement leur chance à tout le monde, et pas simplement à la personne qui vient, qui a les moyens. Exactement. Et du coup, la question est, Auger, comment vous faites pour pallier surtout, alors mine de rien pour les saisonniers, je pense, parce que pour les autochtones, la même question au final, autochtones et saisonniers, comment vous faites? Comment on fait? Là aussi, alors déjà, il faut se conformer à la loi. J'y reviens souvent. Oui, parce qu'effectivement, il y a le cadre général qui est toujours à respecter, donc quelle possibilité nous offre la loi? Pas beaucoup finalement, et c'est pour ça que j'y viens tout de suite. Il est vrai que les collectivités support de stations de tourisme ont pas forcément beaucoup d'outils, ou en tout cas n'en avaient pas beaucoup jusqu'à il y a peu. On peut agir dans le cadre du PLU, du PLUI, ici chez nous, encore une fois. Et ce qui a été mis en place au Jet il y a une dizaine d'années maintenant, par exemple, c'est l'obligation, dans le cadre de projets de construction de logements collectifs, l'obligation d'avoir un certain pourcentage de logement social au sein de l'ensemble. D'accord. Voilà, donc en 2015, c'était 20% de logements sociaux pour un projet à partir d'une surface de 800 mètres carrés de plancher. Et comment ça se passe concrètement? Une fois que le bâtiment est livré, les logements qui sont fléchés sur la location sociale se voient attribués à un bailleur social. Il y a des organismes spécialisés. Auparavant, c'est vrai que plutôt la commune qui portait les projets de création de logements sociaux, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on oblige finalement le privé qui, dans le cas où il porte de gros projets, de penser au social, de penser à l'intérêt général en fait. On a renforcé cette règle d'ailleurs. Donc je citais 2015, et puis ensuite en 2022. On a renforcé ces règles dans le cadre de la création du PLU intercommunal, en abaissant le seuil. Je te citais tout à l'heure les 800 mètres carrés de surface de plancher, on a baissé à 600. Ah oui, d'accord. À partir de 600 mètres carrés de surface de plancher, maintenant, le porteur du projet de logement collectif doit faire un certain nombre de logements sociaux, et on a augmenté le pourcentage. On n'est plus à 20% comme en 2015, on est à 35%.
Ah oui. Donc maintenant, et depuis 2002 et l'adoption du PLUI, il y a 35% des logements dans un ensemble donné qui doivent être dédiés au logement social. On n'est pas, que ce soit sur le locatif social annuel ou des solutions temporaires pour les saisonniers, on n'a pas encore atteint tous les objectifs. Hein, non, et je pense que dans toutes les communes, vous êtes tous à peu près à se dire, bah oui, mais il faut qu'on rentre là-dedans parce que sinon, bah ça tournera pas. Mais c'est quelque chose qui met longtemps. Il faut se dire que ça met longtemps à se mettre en place. Ouais, la demande est forte, les contraintes aussi, et puis c'est des projets au long cours hein, qui demandent de dégager des moyens financiers, dégager du foncier, et puis trouver des solutions à tout le monde. Et les demandes sont relativement nombreuses. On parlait beaucoup de construction, de dépôt de permis de construire. Comment vous faites justement pour pas que le village s'étende à toutes les montagnes? Alors, enfin voilà, quelles solutions sont mises en place un petit peu pour limiter cette expansion du village? Oui, c'est important dans une station de montagne comme les Jets de conserver un paysage, je dirais, qui soit authentique. Et finalement, c'est notre notre environnement, nos montagnes. Voilà, c'est le premier aspect, c'est la première qualité. Donc on se doit de la conserver. Et puis on y est attaché aussi localement. On est des autochtones. Nous, on vient d'ici, on est attaché à notre territoire. Et on n'a pas envie, évidemment, de le transformer et de le dégrader. Il faut trouver, comme dans toute chose, de manière générale, le bon équilibre. Et donc concrètement, au Jet, et je le citais tout à l'heure, on a atteint à peu près 20 000 lits. 20 000 lits touristiques au total. De toute façon, oui, les 20 000 personnes, il faut bien les loger. Donc Voilà. Par contre, on pourrait se dire, on peut augmenter le nombre de lits sur place et essayer d'atteindre un objectif, je sais pas, à 25 000 lits ou à 30 000 lits. C'est pas tellement le but. C'est pas la politique de la commune. C'est pas la politique qui est les choix nouveaux qui sont faits par la collectivité. Je pense qu'on a atteint un seuil déjà important et raisonnable, on va dire. Et donc le but maintenant, effectivement, c'est d'essayer de limiter l'urbanisation. Parler plus spécifiquement d'étalement urbain, eh bien, comment on fait? Là aussi, c'est toujours et encore le PLUI. Donc, il y a des zones qui sont dédiées, qui sont ouvertes à la construction. C'est plutôt les zones qui se situent dans le centre-village. Et il y a d'autres secteurs qui sont épargnés par la construction, et ceux-là, ils sont sanctuarisés. La règle inscrite au PLUI ne permet plus de construire sur les terrains, sur certains terrains en question. Par contre, venir densifier dans un centre-village, attention, parce qu'il faut pas non plus dénaturer le centre, oui, tout à fait. Et donc pousser, quand on dit densifier, c'est augmenter les largeurs des bâtiments, augmenter la hauteur. Il faut quand même conserver un village qui soit authentique. Est-ce que tu aurais du coup des exemples concrets, au final, où vous avez réussi à concilier le développement et la préservation? J'aurais tendance à répondre que la commune des Jets est plutôt de manière générale plutôt bien préservée, plutôt bien intégrée. Après, évidemment, ça dépend de la sensibilité de chacun sur le sujet. On a le vieux village, par exemple, le village historique de la commune des Jets, qui a conservé, je dirais, son historique, avec nos bâtiments communaux, nos bâtiments patrimoniaux qui sont toujours là, hein, l'église, le presbytère qu'on s'apprête d'ailleurs à rénover dans son jus. Des hameaux qui sont plutôt bien préservés. Hein. Je pense au Mont-Cali, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà, qui est assez réputé et assez attractif. Et qui est resté un hameau de montagne. Oui, et puis je pense que c'est ça aussi qui permet aussi d'attirer les touristes, c'est de se dire en fait tout n'a pas été transformé et on a gardé un petit peu dans son jus comme tu viens si bien de le dire, c'est de dire mine de rien, quand on garde aussi dans son jus, ça permet aussi d'attirer des personnes qui ne voient pas ça tous les jours en fait. C'est ça. Les gens viennent chez nous parce qu'ils trouvent que le village est beau et attractif. Et je pense que pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Pour la troisième partie, j'aimerais bien qu'on parle plus du coup de la construction en montagne, du coup entre comment garder la tradition mais en même temps être moderne. On va partir là-dessus pour cette prochaine partie. Ça marche. Super, allons-y. Quand un projet de construction ou de rénovation du coup est déposé en mairie, quels sont les critères du coup que vous regardez en premier, tout simplement? Le respect des règles, ça c'est une première chose, on l'a suffisamment évoqué tout à l'heure pour que j'y revienne pas dans le détail, et l'aspect architectural, l'intégration paysagère. Et ça c'est vraiment un point sensible, et c'est là où il y a une petite vision politique entre guillemets, d'aménagement du territoire qui est amené à se développer. C'est comment on conserve une cohérence sur le territoire, une cohérence architecturale, c'est quand même ce qui est recherché.
Et donc, quel conseil ou quelle demande on peut formuler auprès du pétitionnaire pour faire en sorte que son projet corresponde finalement alors, aux attentes de la mairie, de ses services, respecte les règles qui sont posées par le PLUI, et puis permettre finalement d'aboutir à un projet qui soit cohérent et qui soit si possible beau pour le territoire. Exactement. Et du coup, est-ce que vous avez des règles spécifiques, du coup on en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez certains matériaux utilisés qui sont obligatoires? Il y a différentes palettes qui sont proposées mais qui sont énoncées alors très clairement pour le type de matériaux utilisés. Les grands classiques, c'est ça chez nous en montagne, et en particulier au Jet, c'est bois-pierre. C'est bois-pierre, et donc il y a des obligations qui sont imposées aux pétitionnaires pour proposer des constructions qui soient conformes à ce qu'on souhaite. Combien de permis construire passent en commission et sont acceptés à peu près par an? Je sais pas si tu sais ou pas. Je pense que ce sera intéressant une moyenne peut-être. Il y a une bonne centaine c'est énorme. de dossiers qui sont délivrés chaque année à peu près. J'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de ça. Et donc il y a quand même une demande qui est forte. Hein. Et on en parlait tout à l'heure. Hein, il y a une attractivité sur le territoire. Tant mieux, c'est bien. Il faut essayer de canaliser toutes ces demandes. Et donc c'est un vrai travail. Et les services d'urbanisme au sein de la commune comme à la communauté de communes sont quand même très très sollicités. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de cette préservation de la tradition, mais aussi de cette évolution avec la modernité au Jet? Oui, on a un bel exemple en cours au sein de la commune des Jets, c'est le projet de rénovation de notre presbytère qui se situe donc dans le vieux village. Oui, t'en parlais tout à l'heure, effectivement. Donc là, typiquement, c'est un projet qui va sortir cette année d'ailleurs. Les travaux vont pas tarder à commencer là ce printemps. L'objectif donc de ce projet, c'était de prendre en compte un bâtiment historique de la commune qui est vieux de plusieurs centaines d'années en fait, qui est resté donc dans son jus. Et l'idée, c'est de donner une seconde vie à ce bien public, à ce bâtiment. Et donc c'est un bâtiment en plus qui est imposant, qui fait plusieurs étages, qui fait 3 étages. C'est un bâtiment finalement qui est sous-exploité. Et c'est un bâtiment historique qui a un intérêt pour le village et qui commence à vieillir. Et donc le but, c'est de recréer déjà lui redonner une seconde vie au niveau architectural. Hein, c'est un projet de rénovation donc conserver l'existant et conserver ce clin d'œil au passé. Donc c'est concrètement un bâtiment qu'on ne va pas casser mais qu'on va rénover de l'intérieur. Et puis en reprenant les façades, en reprenant la toiture pour avoir quelque chose de plus moderne mais qui reste malgré tout en lien avec ce qu'il a été. Et puis qu'est-ce qu'on y met dedans? On y met du service public. Donc on va accueillir une médiathèque. Ah, trop bien. Voilà. On aura une médiathèque sur plusieurs niveaux d'ailleurs, hein, donc avec une surface de plancher relativement importante, hein, de l'ordre de 200. Mais je vais venir tout le temps au Jet, moi, les bibliothèques, les médiathèques, c'est incroyable. Il faudra venir le découvrir effectivement, et donc on est content en fait de développer ce projet parce qu'au niveau architectural, ça a son intérêt, et qui plus est, qui se situe dans le secteur du vieux village. Et là aussi, le but, c'est d'essayer de redonner une vie à ce bâtiment, mais aussi à ce quartier. Dans le cadre de ce projet, c'est d'avoir justement un public qui soit large, avec quand même une cible, alors non pas prioritaire, hein, tout le monde sera le bienvenu, mais une cible qui correspond plutôt à un public jeune, parce qu'on essaie d'accrocher la jeunesse. Voilà. Il faut. Les inciter à rentrer dans une médiathèque et donc à s'instruire, à lire des livres, mais à utiliser aussi d'autres équipements. On a dans ce presbytère, parce que j'ai pas tout dit, il y a une partie médiathèque et puis il y a aussi une partie au dernier étage du bâtiment qui sera dédiée à la création d'une salle d'exposition. Ok. Voilà, type espace muséal. Type un peu musée, donc c'est vrai qu'on fait les deux en un, et puis le bâtiment voisin, en l'occurrence, qui est l'église, l'église des Jets, qui est aussi le bâtiment phare, j'allais dire, historique. Voilà. Et puis elle est quand même super belle, cette église. C'est vrai. Et puis il y a pas plus patrimonial qu'une église au sein d'un village, évidemment. Et donc là aussi, il y a un projet, alors qui sortira pas cette année, mais plutôt l'année prochaine, je pense, et donc qui consiste en la rénovation de ce bâtiment. En plus, les églises, c'est quand même le centre du village. Souvent,
quand on dit on replace l'église au centre du village, c'est pas pour rien. Ouais. C'est parce que souvent, quand on va visiter un village, mine de rien, c'est la première chose qu'on voit et c'est la première chose qu'on va voir. Donc je pense que c'est super intéressant s'il y a le presbytère à côté, d'avoir quelque chose en fait qui sont reliés les uns aux autres. Ensuite, j'aimerais bien, du coup, on va partir sur la dernière partie de ce podcast, donc perspective et conseils. Et donc du coup, ce que tu conseillerais, comment tu vois un petit peu l'avenir des jets, etc. Donc si tu es prêt, on peut partir là-dessus pour la suite. Ok. Et allons-y, parfait. Du coup, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, avec ton expérience, comment tu vois un petit peu l'avenir des stations de montagne en matière d'urbanisme et d'aménagement, surtout, mine de rien, au jet, du coup. L'avenir au jet, comme dans d'autres stations de tourisme, ce sera la régulation. C'est de considérer qu'on arrive à un stade où les stations, comme les jets, ont atteint un point de développement mature. Et donc le but aujourd'hui, c'est d'essayer de pas se faire entraîner finalement dans un développement qui soit pas maîtrisé, mais au contraire d'essayer de réguler pour conserver une station qui soit authentique en matière d'urbanisme, de développement urbain, de réduire autant que possible et dans des proportions normales l'inflation finalement, l'inflation urbanistique, voilà. L'augmentation du nombre de bâtiments, l'augmentation des mètres carrés de surface artificialisée, etc. Et donc réduire la pression foncière en un mot. Voilà, ouais, ok. Ouais, finalement, et parce que là, tu disais tout à l'heure qu'effectivement vous montiez à peu près en saison touristique jusqu'à à peu près 20 000 personnes. Est-ce que pour vous, ça serait bien d'augmenter encore ou de rester potentiellement dans ces eaux-là de 20 000 personnes? Oui, je pense que le but c'est de rester dans ces eaux-là et de pas chercher à augmenter de manière significative. Je vois mal. Toi qui connais un petit peu les jets, je vois mal comment on pourrait rajouter 10 000 litres plus pour atteindre les 30 000. Ça serait un petit peu compliqué. Et je pense pas que c'est souhaitable. Quel conseil un petit peu toi tu donnerais à des étudiants ou à des jeunes professionnels potentiellement qui voudraient se reconvertir, qui voudraient travailler dans ces domaines donc du coup dont on a évoqué. Donc par exemple nous avons les architectes bâtiments de France potentiellement, on a tout ce qui est le service urbanisme à la mairie et puis peut-être le premier adjoint au maire, la politique, etc. Qui sait quel conseil tu donnerais? Tout ce que tu as cité, c'est des fonctions qui ont un lien avec le service public, en fait. J'invite et j'incite les étudiants, les jeunes qui vont nous regarder à s'intéresser à ces sujets et pourquoi pas à se projeter sur ce type de métier ou ce type de fonction, parce que c'est des fonctions qui sont utiles, qui sont nobles, qui sont passionnantes. Et donc le conseil, si j'en ai un, c'est simplement intéressez-vous. Et oser, voilà, aller taper à des portes, solliciter des entretiens, des rendez-vous. Pour prendre mon exemple, commencer à 22 ans, en rentrant au conseil municipal des Jets, 22 ans, ça peut paraître très jeune. Ouais, pour moi en tout cas c'est jeune, mais après. La question que je me posais à ce moment-là, c'est est-ce que tu es légitime à cet âge-là à prétendre à occuper un siège autour de la table du conseil municipal? Et en fait oui, il n'y a pas de raison de s'auto-censurer et de considérer qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'a pas assez d'expérience. Et ça vaut pour tout, en fait. Oui, exactement. Ça vaut pour tout, mais dans la vie, voilà, il faut oser, il faut y aller, et puis il faut toujours se dire, finalement, oui, je suis légitime à partir du moment où je fais les choses de manière sérieuse. Et donc, il faut y aller. Voilà. Exactement. Je pense que c'est un très bon conseil. Pas d'autocensure. Un très beau mot, pas d'autocensure. Très bon conseil. Est-ce que tu aurais du coup une phrase ou un principe qui guiderait tout cet engagement que tu aimerais partager avec les auditeurs? Est-ce que tu as une phrase un petit peu type que tu aimerais partager? J'en ai une. Ouais. J'y pense parfois, quand j'en ressens le besoin, puis ça guide un peu l'action. On en a tous, en tout cas beaucoup ont des espèces de gimmicks comme ça. Et moi, pour le coup, c'est une phrase de Winston Churchill, le géant de l'histoire anglaise et européenne, qui a repoussé l'invasion nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est fameuse pour moi cette phrase, et donc elle dit à peu près il ne sert à rien de dire que nous avons fait de notre mieux, il faut faire ce qui est nécessaire. Et donc c'est beau, et le message est fort, c'est de dire oui, c'est bien joli de dire ok, on a essayé, on n'a pas réussi, en fait il faut se débrouiller pour réussir et pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc c'est un peu un appel on va dire à l'engagement et à l'action. Des situations, et ça arrive, qui sont un peu délicates, des dossiers complexes à gérer, et il faut se dire allons-y, un peu de courage. T'as les épaules pour, faut le faire, quoi. Voilà, t'as un objectif et il faut l'atteindre, donc débrouille-toi finalement pour l'atteindre et faire ce qu'il faut, faire ce qui est nécessaire. Voilà.
Exactement. T'as toutes les clés pour y arriver. De toute façon, il y a pas de... Je pense que ouais, c'est une belle leçon, une belle phrase à retenir, même pour moi. Je pense que ça sera bien de la retenir pour la suite. Du coup, je tenais à te remercier pour cet épisode parce que du coup, ça touche à sa fin. Je pense qu'on aura débattu sur pas mal de points. Je pense que cet épisode servira aux collégiens, lycéens, aux étudiants, etc., mais aussi potentiellement aux professionnels et aux particuliers, de savoir un petit peu comment ça se passe dans les mairies. D'ailleurs, si les personnes ont des questions, ils peuvent aller du coup voir sur le site internet, je crois, de la mairie. Oui, on peut se connecter sur le site internet de la mairie d'Égey. Il y a aussi un service d'accueil donc qui est ouvert tous les jours de la semaine, hors week-end, et donc les agents de la commune qui sont très très à l'écoute et très très ouverts sont là pour accueillir les gens et puis les renseigner, quel que soit le besoin, urbanisme ou autre sujet. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous rendre physiquement à l'accueil de la mairie d'Égey. Je pense que voilà, ils seront tous, de toute façon, comme toutes les mairies, seront sûrement amènes à vous aider si vous avez des questions. Du coup, je vous invite potentiellement, du coup, à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Du coup, Simon, je pense, sera ravi d'y répondre. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast pour retrouver les prochains épisodes. Et je vous dis du coup à très vite, à bientôt pour un nouvel épisode. Je pense que ça sera bientôt la fin de la saison après cet épisode, donc fin mai, fin de la première saison. Et puis on se retrouvera en septembre. Pour une saison 2. Donc, je vous dis du coup à très vite, à bientôt et bonne journée. Merci à toi, Simon. Merci beaucoup, Héloïse. Voilà, j'espère que c'était utile et intéressant. En tout cas, c'était beaucoup de plaisir qu'on a mené cet entretien. Exactement. Et merci à toi. Puis on se dit du coup à bientôt. À bientôt. Merci.